On va passer donc à nos différentes tables rondes, à nos différents dialogues. Il y en a 3. Donc il y a l'innovation, la transmission et la formation, et puis aussi le financement de cette décarbonation. On va donc commencer par l'innovation. C'est tout de suite avec nos 3 invités qui vont se mettre en place. Innovons depuis que l'être humain est sur Terre. Il n'a pas arrêté donc d'innover, de créer. C'est ce que l'on fait aussi au sein de vos différentes coopératives. On essaye de le faire, on y va, on tâtonne, on avance. Et puis ça se fait aussi dans d'autres modèles et dans d'autres secteurs d'activité. Alors donc 3 invités, vous l'avez compris. Armand Hajdari qui est le directeur R&D de Saint-Gobain, Sébastien Treyer qui est le directeur de l'IDRI et Michel Mangion, directeur de la RSE de Cristal Union. Donc on parlera donc de sucre. J'avais envie de commencer au départ avec Sébastien Treyer parce que c'est vrai qu'il y avait une suite, on va dire, avec ce qu'avait dit Jean-Marc Jancovici, mais on va y venir. J'ai envie de commencer donc avec un exemple extérieur. Autrement dit avec vous, Armand Hajdari, donc directeur R&D donc de Saint-Gobain. Alors on le sait, Saint-Gobain donc acteur industriel donc qui est tout à fait majeur et aussi de la distribution. On connaît Point P donc entre autres, 80% dans le domaine du bâtiment, 20% aussi sur la mobilité. Ça on va donc y revenir. Combien vous avez de chercheurs? Ça, c'est vraiment intéressant aussi, Armand. Donc bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Le groupe Saint-Gobain, c'est 170 000 personnes dans le monde, présents sur 5 continents, et avec 3 600 personnes en recherche et développement. Et comme vous l'avez dit, une activité essentiellement dans le monde de la construction, tant pour la construction neuve que pour la rénovation, qui est un enjeu tout à fait significatif du point de vue de l'empreinte carbone. Oui. Et comme vous l'avez signalé aussi, des activités dans les secteurs de la mobilité, des sciences de la vie, de l'énergie et d'autres secteurs industriels. Oui, donc évidemment, c'est extrêmement vaste. Alors maintenant, dites-nous comment vous êtes emparé de cette affaire-là, donc du carbone. C'est pas récent chez vous, ça part depuis déjà pas mal d'années. Donc, c'est-à-dire, si on prend juste le secteur du bâtiment, c'est approximativement 40% du CO2 qui est dégagé sur la planète, 40% de l'utilisation des ressources en termes de matières premières. Et si on prend un autre aspect qui est essentiel d'un point de vue développement durable, c'est le lieu où on passe 90% de notre temps dans les sociétés modernes. Et donc un enjeu de société tant quant à l'utilisation des ressources, quant aux bénéfices apportés au fonctionnement de la société. C'est ça l'équation de la sustainabilité, du développement durable, excusez-moi. Alors, si vous prenez le bâtiment, typiquement, au point de vue CO2, on a à peu près 75% du CO2 qui est lié à l'utilisation, les émissions de CO2 qui sont liées à l'utilisation du bâtiment. Et ça, depuis longtemps, Saint-Gobain fournit des solutions qui peuvent être des matériaux d'isolation, des vitrages et différents éléments qui, essentiellement du second œuvre dans le bâtiment, améliore la performance énergétique du bâtiment et essaye de combiner, apporter des bâtiments fonctionnels et utiles pour les utilisateurs en limitant les émissions. Et donc, quelque part, depuis très longtemps, Saint-Gobain est une partie de la solution à ce problème. Et les développements qu'on fait, c'est d'apporter des solutions qui amènent à la société des moyens d'économiser l'énergie et de limiter les émissions. Donc, c'est présent depuis longtemps. Et ce qui est devenu très prégnant dans les 10 dernières années, c'est aussi de se concentrer sur notre propre empreinte carbone, qui est notre contribution aux 25% restants dans le bâtiment,
qui sont les émissions qui sont émises pour permettre de construire et de déconstruire les bâtiments. Là, vous avez aussi donc, véritablement la main. Alors, on rappelle simplement, lorsque vous êtes, mettons, dans votre maison, ça c'est le petit truc, si vous isolez, on va dire le toit, vous gagnez à peu près 30%. Si vous isolez avec vos fenêtres, vos huisseries, vos portes, vous gagnez à peu près 17%. Si vous isolez le sol, vous gagnez 8%. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire les uns et les autres. Maintenant, on revient chez Saint-Gobain. Combien d'usines dans le monde? Combien de sociétés? Alors, on a plusieurs centaines de sociétés et d'usines dans le monde avec des gammes de produits très différents. Et c'est ce qui fait que pour nous, de nouveau en revenant, j'allais dire, à cette particularité, la cible neutralité carbone, c'est un agenda qui est très large, même si on a des métiers qui sont plus émetteurs que d'autres, mais c'est prendre toute une série de problématiques en termes de procédés industriels et de performance des produits ou de formulation des produits. Et l'agenda d'innovation, il s'étend sur ce scope, à la fois sur l'offre et la formulation des produits et le travail sur les procédés. Alors pour remettre la perspective temporelle, on a pris des engagements de réduction de notre empreinte, tant en termes de CO2 qu'utilisation de l'eau, que de gestion des déchets. Depuis 2015, des engagements significatifs pour 2025, que nous sommes en chemin pour atteindre, et qui ont été renforcés par la décision de notre président de prendre l'engagement de neutralité carbone en 2050. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que la cible 2050, qui est bien sûr choisie parce qu'elle est mise dans un contexte global économiquement et socialement, on s'appuie pour définir nos objectifs sur ce qui s'appelle la Science-Based Target Initiative, qui est qu'on essaye de se prendre des référents extérieurs, ça je pense que c'est quelque chose d'important, de faire valider les axes qui sont pris à la fois sur leur solidité scientifique, mais également sur leur cohérence avec une approche collective, parce que la résolution de beaucoup de ces problèmes nous amène à sortir de problématiques qui sont uniquement notre chaîne de valeur, nos solutions, et il est évident qu'on n'arrivera pas à la neutralité carbone si nos fournisseurs de matières premières, nos fournisseurs de transport, nos fournisseurs d'énergie, bien sûr, ne font pas le même chemin, et donc on a cet alignement. Alors, de ce point de vue-là, c'est très cohérent. Ça peut paraître très loin, et donc, entre guillemets, il y a une question, est-ce que 2050, on n'est pas en train de dire on rase gratis, on prend des engagements, mais en gros, plus aucun de nous ne sera peut-être là dans ses fonctions au moment où ça arrive. Ce qu'il faut voir, c'est que pour un industriel, on a beaucoup d'usines dont l'usage, après construction ou reconstruction, c'est 20 ans. Donc ça veut dire être neutre en carbone en 2050, ça veut dire en 2030 avoir défini les procédés, les sources d'énergie, la capacité par les procédés d'utiliser les sources d'énergie et le type de formulation de produits qu'on va utiliser dans les 20 années suivantes. Et donc l'agenda, au point de vue innovation, il est plus court. Et le fait d'avoir fixé cette cible globalement, ça a amené un exercice dans l'ensemble du groupe qui est de définir notre feuille de route pour 2050. Et elle nous a permis de prendre des engagements beaucoup plus concrets à l'automne dernier pour 2030, où là on a des engagements chiffrés et des engagements en termes d'investissement, des engagements en termes d'investissement et de recherche sur les 10 années à venir pour des engagements en 2030 qui sont très contraignants. Donc cette partie-là, c'est en gros des solutions qui existent aujourd'hui et qu'on s'engage à déployer jusqu'à 2030. Et du point de vue de la recherche et de l'innovation, on a 10 ans pour définir ce que seront la façon de faire nos métiers entre 2030 et 2050 et définir les solutions qui seront progressivement déployées à cet horizon-là. C'est que chez Saint-Gobain, depuis le début, c'est-à-dire la verrerie, donc là on est dans la Picardie, on est dans l'Aisne, on a un peu cette culture, c'est-à-dire que pour vous, ce challenge-là, contrairement à d'autres secteurs où c'est pas très simple quoi, de bouger, l'homme il n'aime pas trop le changement une fois qu'il s'est installé quelque part, mais on n'a pas de frein en interne, pour vous c'est même aussi un moteur presque social aussi en interne. Alors ça, il est évident que j'allais dire, historiquement, les industriels ont toujours cherché, juste pour des questions financières, à réduire leur consommation énergétique. Mais comme je vous l'ai dit, le fait que beaucoup de nos produits contribuent, parce qu'ils rendent l'habitat plus confortable, plus performant, de nouveau, on passe 90% de notre temps dedans. Donc il y a une partie d'engagement social. Nos produits conditionnent la façon dont vous êtes chez vous, dont vous travaillez au travail, dont les écoles fonctionnent et permettent aux professeurs d'enseigner et aux élèves d'apprendre, dont les hôpitaux permettent aux gens de soigner. Donc la partie engagement social est une tradition forte et longue chez nous. Ce qui est vrai, c'est que la pression
et la prise de conscience du fait que la complexité et l'ampleur du challenge de réussir cette transformation, même à un horizon qui peut paraître lointain 2050, implique la mobilisation de tous et s'attaquer à chacune des éléments de notre propre fonctionnement. Et donc on a actuellement cette double approche qui est une approche avec vision globale sur feuille de route et une demande que chaque unité de business, chaque personne s'empare de projets, propose des projets et établisse, je veux dire en franglais, un peu plus en mode bottom-up, encourager les initiatives avec des mécanismes comme un prix interne pour le carbone, avec des fonds spéciaux alloués aux initiatives qui permettent de réduire leur empreinte, et donc de mobiliser l'ensemble de la structure avec une partie stratégique globale et un engagement de chacun en fonction des opportunités locales. Parce que le métier du bâtiment, de même, je suppose que la partie agricole, les situations sont très différentes de pays à pays, d'écosystème à écosystème. Toute la problématique de l'économie circulaire et du recyclage est liée à des réglementations qui changent de pays à pays, de modes constructifs qui sont différents et d'accès à la ressource et de présence de chaînes de valeur annexes qui sont la partie agricole, qui peuvent être d'autres secteurs industriels. Et donc, il est important qu'on n'ait pas juste une vue centralisée de la chose, mais aussi que les acteurs localement s'emparent de ces challenges. Et juste pour finir, on a un engouement de tous nos acteurs. Je dirais, moi, la chose dont je pense qu'a changé le plus, c'est qu'on a toujours eu les jeunes générations qui étaient friandes de ces sujets, et on a maintenant un management aux différentes échelles intermédiaires qui est complètement convaincu que d'abord c'est aligné avec notre stratégie parce qu'on fournit des solutions, mais que c'est indispensable juste pour que eux, rentrant chez eux, parlant à leurs enfants de leur métier, ils soient fiers de faire ce qu'ils font. Et donc je pense que le facteur humain, de toute façon, on conditionne. Moi je vois en recherche, si je veux embaucher des chercheurs et des ingénieurs de qualité, le fait d'avoir cet engagement et de le vivre dans notre pratique quotidienne, c'est indispensable dans une compétition mondiale pour les talents. Et donc pour nous, c'est existentiel. Non, mais c'est très important parce que c'est vrai que cette notion de cohérence, on va donc la retrouver avec différents intervenants. En tout cas, merci beaucoup Armand Ajdari parce que donc ça nous intéressait évidemment d'avoir un témoignage, je veux dire, extérieur donc au monde agricole, mais on retrouve quand même un certain nombre de problématiques. Alors la chance que vous avez, c'est ce que l'on disait, c'est que dans votre culture, c'est vraiment tout à fait bon, c'est en place quoi. Voilà, on le sait, on avance depuis longtemps de cette manière-là. Sébastien Treyer, alors directeur général de l'Institut du développement durable des relations internationales à l'IDRI, donc l'IDRI, dont vous êtes donc le directeur. Donc l'objectif, c'est de placer en fait ce fameux développement durable. Vous l'avez dit parce que à l'origine, c'est sustainable development. Autrement dit, le développement soutenable. Qu'est-ce qui est soutenable pour la planète avec nos modes de production et nos modes de vie actuellement? Et là, on sait qu'on n'est pas dans les clous, mais c'est bien le mot à l'origine. Donc placer le développement durable au cœur des relations internationales, des politiques publiques et des stratégies privées, ça, c'est vraiment votre travail de fond. Alors, là, vous avez entendu Jean-Marc Jancovici. Et qu'est-ce que l'on peut dire, on va dire, qu'est-ce que l'on peut rajouter avec ce sujet de l'innovation? De quoi on parle quand on dit zéro émission? Merci beaucoup pour cette invitation. Merci Denis pour cette présentation de ce qu'on fait à l'IDRI. Nous, on travaille sur les trajectoires de transition et ça va être mon point d'entrée. Principalement, ce qu'il faut faire, suite à ce qu'a dit Jean-Marc, c'est se poser des questions qui sont assez radicales sur la neutralité carbone pour beaucoup des secteurs agricoles et les coopératives qui sont ici. Neutralité carbone, je voulais juste dire, ça veut dire le plus près de zéro possible. Zéro émission nette, c'est ce qu'on voit sur le titre de cette journée, parce que les puits de carbone, comme les sols, sont fragiles, ils vont se remplir et ils ne peuvent pas être une source permanente de compensation pour des émissions résiduelles. Donc il faut que les émissions résiduelles, même en agriculture, soient le plus proche de zéro possible. Vous avez entendu Jean-Marc Jancovici dire pour le secteur de la production animale, chez les ruminants, il faut diviser par 2 le cheptel. Vous entendez ce que ça veut dire ça? Donc on est dans des enjeux de restructuration de secteurs qui sont extrêmement... Et donc c'est comment est-ce que ce genre de transitions qui sont massivement compliquées peuvent être accompagnés, préparés, un peu comme M. Ajdari disait qu'on essaye de préparer 2050, parce que ça se prépare dès maintenant. Donc dans le secteur de la production animale, c'est des restructurations qui sont fondamentales et dont je crois qu'on n'a pas encore réussi à voir comment on peut accompagner correctement. Dans le secteur des grandes cultures, on est sur des questions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment liées aux engrais azotés, mais aussi à essayer d'augmenter le stockage de carbone organique des sols. Et derrière tout ça, je pense qu'on a souvent
une solution clé qui est d'augmenter la part des légumineuses dans les assolements. Ce que j'essaye de faire comme lien entre les deux, c'est qu'au fond, il y a quelque chose qui me paraît assez consensuel aujourd'hui dans le secteur agricole, c'est la question de la transition protéique, qui est aidée par le plan de relance, mais une transition protéique qui a un ensemble de dimensions extrêmement compliquées quand on les prend tout ensemble, c'est-à-dire rééquilibrer la proportion de protéines végétales par rapport aux protéines animales dans nos assiettes, c'est-à-dire aussi substituer l'alimentation animale de protéines issues du soja importées par des protéines qu'on aurait produites chez nous, et réintroduire, puisque c'est comme ça qu'on pourrait le faire, réintroduire des protéagineux, des légumineuses dans nos rotations, recomplexifier les assolements. Donc ça, c'est central, j'ai l'impression que c'est communément admis, c'est soutenu par 100 millions d'euros dans le plan de relance. Seulement, on sait aussi que c'est très compliqué, parce que derrière tout ça, il y a des questions d'innovation, à la fois dans la recherche sur les protéagineux, ça me semble tout à fait important, mais surtout des questions d'innovation dans les stratégies économiques dans les territoires, dans l'organisation des stratégies économiques dans les territoires. Et je rejoins ce qu'a dit Jean-Marc Jancovici, le modèle d'organisation des filières agricoles, lui, il l'a pris sous l'angle de la lecture énergétique de ces filières, c'est des longues distances, des spécialisations, et moi j'allais dire un peu la même chose. La question de la spécialisation des bassins de production va commencer à poser problème si on veut aller vers cette économie zéro carbone, et ça veut dire, enfin, zéro émission de carbone, et donc comment est-ce qu'on peut imaginer des trajectoires de transformation qui nous déspécialisent les régions agricoles? Quelles sont les conditions, on va dire, sociales et économiques pour que ça tienne la route en déspécialisant, quoi. C'est exactement ça, et je pense qu'il faut comprendre aussi que derrière la spécialisation des bassins de production, c'était des logiques d'économie d'échelle qui étaient très compréhensibles pour les coopératives, dont les coopératives étaient des acteurs clés. Ça permettait d'être dans la compétition mondiale, et aujourd'hui, on est en train de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir réintroduire de l'élevage dans les grands bassins de production céréaliers, comment est-ce qu'on va pouvoir revenir à la polyculture élevage, et il y a 5 ans ou 2 ans encore, ça faisait rigoler. On disait mais c'est pas possible, on peut pas revenir, c'est un retour en arrière dont on parle. Et donc moi j'ai envie de proposer la lecture que cette agriculture très différente qu'on aura qu'on doit avoir si on veut rester dans les limites de la planète d'ici 2050, c'est une déspécialisation qui est plutôt, qu'il faudrait essayer de voir comme une bioéconomie circulaire de rediversification, et non pas une bioéconomie qui viendrait renforcer la spécialisation des bassins de production, et qui soit insérée dans les territoires, c'est-à-dire aussi en dialogue avec Saint-Gobain. Il faut que dans les grands plans, dans les clusters d'innovation territorialisés dans les régions, on comprenne que la biomasse agricole et la biomasse alimentaire fait partie de cette bioéconomie-là. Mais avec la condition que ça soit bien dans la diversification de ces bassins de production, diversification des assolements et des paysages agricoles, et la possibilité que ça soit l'occasion d'avoir des filières bas intrants qui s'installent. Et ça, c'est beaucoup de conditions qui sont extrêmement compliquées. Je pense que la question que moi j'ai envie de mettre sur la table ici, c'est que c'est quand même faire un espèce de choix, un virage à 90 degrés par rapport aux stratégies des coopératives agricoles qui s'appuyaient sur les économies d'échelle. Et donc les économies de gamme, ça existe dans les stratégies business, mais c'est quand même beaucoup moins facile à défendre dans un univers concurrentiel extrêmement compliqué aujourd'hui. Bon, puis il y a aussi derrière la répartition de la valeur, évidemment, qui est quand même extrêmement importante dans l'histoire de la chaîne. On a vu il n'y a pas longtemps vraiment des articles dans Ouest France. Ouest France, c'est le premier quotidien qui, en termes d'exemplaires et de lecteurs. Et là, on avait 2 patrons, vraiment, de l'agro-industrie qui disaient « il faut qu'on change. Nous, grands acteurs bretons, économiquement, on n'est plus viable environnementalement. Il faut s'améliorer avec de la montée en gamme. » Ce n'était pas une parole d'écologiste, ça. C'était vraiment une parole de businessman et d'entrepreneurs de haute volée. Moi, je trouve qu'il y a effectivement quelque chose qui est en train de fonctionner. On voit l'engagement des coopératives vers la neutralité carbone qui est quelque chose d'extrêmement frappant. Enfin, je veux dire, on voit bien les difficultés dont on vient de parler, donc cet engagement est très fort. Et ces patrons de l'agroalimentaire breton, ça me semble être un moment extrêmement important où finalement, c'est pas pour les beaux yeux de la planète uniquement, c'est aussi parce que les problèmes de viabilité économique des secteurs dans la mondialisation sont en jeu. La montée en gamme, c'est ce que disait le ministre Le Foll. Il proposait ça, mais il y a 8 ou 9 ans, il disait, mais en même temps, c'est une montée en gamme pour une partie du secteur. Le reste du secteur sera bien obligé d'être dans la course mondiale au plus bas prix. Ben, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a compris que non, la montée en gamme est une question pour tout le monde. Je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle pour montrer l'ampleur de l'enjeu et essayer de trouver un peu des points d'appui, des leviers. Je ne peux pas m'empêcher de faire la comparaison avec
des reconversions territoriales qui ont été massives au cours du XXe siècle. Allons dans le sud de la France, par exemple, avec la viticulture du Languedoc. J'allais penser à la viticulture du Languedoc qui, au cours du XXe siècle, a fait une mue absolument radicale. Mais quand je dis mue radicale, on parle bien d'arrachage de pieds de vigne, on parle de choses qui ont été extrêmement douloureuses, de restructuration du secteur, avec probablement un certain nombre d'agriculteurs, de viticulteurs qui ont dû sortir de la profession. Donc je ne dis pas que je souhaite ça pour l'agriculture bretonne, mais je dis que c'est ce genre de questions qui peuvent être posées. Et en même temps, il faut voir que la viticulture, elle avait, j'allais dire, un certain nombre de chances, qui sont qu'à l'époque, la concurrence internationale sur le vin était peut-être pas de la même nature, que la montée en gamme pouvait s'appuyer sur des ressorts de valeur et de valeur ajoutée qui étaient liés à un consentement à payer, j'allais dire, du consommateur de vin pour de la qualité et de l'image et du terroir. Et je dis pas qu'il n'y a pas autre que c'est juste de l'immatériel, mais disons que je suis pas sûr qu'on ait facilement ça pour la charcuterie ou pour la filière laitière ou pour une éventuelle filière de protéines végétales bretonnes. Et donc là, on a des questions extrêmement importantes de comment est-ce qu'on va réussir à créer de la valeur qui rémunère cette montée en gamme et en même temps s'assurer de bien la répartir. Le dernier exemple que je veux utiliser, le dernier point que je voudrais souligner en utilisant l'exemple breton que vous mettiez en avant, qui me semble extrêmement important. La Bretagne, excusez-moi, je vais être un peu caricatural, mais ce que j'ai appris moi dans les cours à l'école, c'est que la Bretagne est sortie d'une forme de sous-développement dans lequel elle était encore par rapport aux autres régions françaises dans les années 50, par un développement industriel de l'agriculture, dans lequel les PME de Laval sont un gisement d'emploi aussi important, voire plus important que le nombre d'agriculteurs. Et donc je ne veux pas minimiser la situation des agriculteurs, mais il faut voir l'ensemble de ce tissu industriel agroalimentaire breton. C'est celui-là qu'on doit faire transitionner vers autre chose. Et les gisements d'emploi qu'on pourrait avoir dans une industrie agroalimentaire des protéines végétales, on ne les a pas encore aujourd'hui. Et donc l'innovation qu'on doit chercher, c'est aussi cette innovation dans les procédés, dans la montée en gamme, pour essayer de trouver des emplois à la fois en agriculture et dans l'aval, qui passent par un autre modèle de bioéconomie régionale, dans lequel il faut accepter une rediversification qui ne crée pas exactement les mêmes sources de profit dans cet aval. Voilà, donc différents possibles aujourd'hui qui sont mis donc sur la table. On n'est pas non plus dans le yaka faucon, surtout pas. Simplement, c'est que ce sont des grandes orientations et on voit bien ce qui est en train de se profiler quoi qu'il arrive, parce que ce que parfois on n'a pas forcément envie d'admettre en tant qu'être humain, eh bien, c'est la physique de toute façon qui va nous l'imposer. Donc autant essayer quand même d'anticiper un temps soit peu. Nous allons prendre maintenant aussi, puisque nous restons sur ce thème de l'innovation, un petit peu de sucre. Alors, pas trop, hein, pas trop quand même. Oui, je sais, Michel Mangion, vous êtes le directeur de la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise de Cristal Union. Donc, voilà. Mais non, quand même pas trop, ni trop de sel, ni trop de sucre, vous le savez, aujourd'hui, les uns et les autres. On parle avec vous de cette coopérative, Cristal Union, donc entreprise sucrière française qui est née en 2000 de la fusion de différentes sucreries. Aujourd'hui, on va dire qu'on a 400 000 hectares de betteraves, vous en représentez à peu près 160 000. On leur doit d'ailleurs aussi quelques gels hydroalcooliques, même si ce n'est pas le cœur, on va dire, quand même du business aujourd'hui. Et donc, je vous lançais effectivement sur cette notion de décarbonation en vous demandant ce que vous aviez donc comme possibilité, parce que donc c'est un secteur industriel qui est fort, avec quand même beaucoup de capitaux. Sur quoi on peut agir donc aujourd'hui ? Oui, si l'on regarde l'impact carbone de notre activité, la contribution à cet impact de l'industrie, c'est 60%. La part de l'agriculture, c'est à peu près 30%, et la part des transports, à peu près 10%. Ce qui est bien qu'effectivement, nous avons concentré nos efforts en faveur de la décarbonation sur l'industrie. Et l'enjeu essentiel côté industrie, c'est l'énergie. Puisqu'effectivement, pour extraire le sucre de nos betteraves, exactement, il y a besoin d'énergie. Et il y en aura besoin pour cristalliser le sucre ou aussi pour fermenter et distiller le biocarburant ou l'éthanol. Alors moi qui ne suis pas du tout au courant, quel type d'énergie vous utilisez actuellement et vers quoi vous allez tendre ? Exactement. Et j'allais dire, la décarbonation, ce n'est pas un sujet d'aujourd'hui pour nous. Et vous allez le voir, mais la première chose, c'est déjà de maximiser l'efficience de l'énergie, de nos combustibles qui vont nous servir à produire cette thermie qui nous est nécessaire. Et donc, toutes nos chaufferies, de toutes nos sucreries, sont construites sur un mode de cogénération où on produit à la fois de l'électricité et de la chaleur, ce qui permet de maximiser l'efficience énergétique de nos combustibles. Et donc, pas de gâchis à ce niveau-là.
Ensuite, dans les dernières années, nous avons aussi progressivement converti toutes nos chaufferies de sucreries au gaz. Le gaz naturel, on le sait, c'est une énergie fossile toujours, mais qui est la moins émettrice en termes de carbone. Et elle a en plus l'avantage de moins polluer. Donc nous avons évacué toutes les anciennes chaufferies, toutes les anciennes chaudières au fioul ou au charbon. Encore récemment, dernières années, nous avons investi dans 3 chaudières biomasse. Alors les chaudières biomasse, c'est intéressant sur des procédés continus. Une de nos spécificités, c'est que nous avons un procédé saisonnier. Donc là, c'est moins intéressant économiquement d'investir. Néanmoins, nous avons des distillations, nous avons des déshydratations. Et donc nous avons 3 chaudières biomasse qui tournent maintenant depuis plusieurs années et qui nous permettent de substituer l'énergie fossile par la biomasse. Là, vous l'avez dit, Michel Mongeon, c'est vrai que votre période, elle est quand même relativement courte. Entre le moment où on va récupérer de la betterave et après on va la transformer, c'est combien de temps ? La saison, la récolte de la betterave, c'est à peu près de mi-septembre à mi-janvier. Oui, c'est pour la récolte. Voilà. Et c'est à ce moment-là que les sucreries tournent à plein. On maximise à ce moment-là aussi les recyclages d'énergie à ce moment-là. Mais par contre, les coproduits de sucre, les substrats sucrés vont être distillés tout au long de l'année, parce qu'on peut les stocker. Exactement. Et puis les coproduits de nos betteraves, la pulpe à betterave, mais aussi les drèches de blé, sont également produites tout au long de l'année, ce qui nous permet donc d'investir sur des équipements efficace de ce point de vue-là. Et également, on travaille bien entendu sur les économies d'énergie. Et sur les 10 dernières années, par exemple, on a réduit nos consommations d'énergie spécifiques de 10%. Donc, ce qui n'est pas mince. Et ça, c'est grâce aussi à des investissements d'outils modernes. Toutes nos lignes de distillation, par exemple, sont récentes. Elles ont été modernisées et sont très économes en énergie. Donc ça, c'est le passé, c'est ce qu'on a construit. Aujourd'hui, face à l'enjeu climatique, nous engageons la coopérative vers la neutralité carbone en 2050. Et nous aussi, nous nous sommes inscrits sur la plateforme SBTI, qui nous permet effectivement de partir de notre engagement à contribuer à limiter l'augmentation de température à l'horizon 2100 à moins de 2 degrés et de le convertir, de le traduire en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Oui. Et donc chez nous, l'engagement qu'on prend déjà pour 2030, effectivement, pour nous 2030 c'est demain, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40%, de presque 40%. Et donc c'est un engagement extrêmement fort et nous avons aussi construit une feuille de route pour l'atteindre et ça représente pour nous un investissement global de à peu près 30 à 40 millions d'euros par an pour notre société, ce qui représente un doublement de nos investissements. Donc c'est un impact fort et c'est une vraie stratégie d'entreprise. Alors, de quelle manière nous allons nous y prendre? Alors, évidemment, c'est ça. Parce que non, mais exactement. On écoutait notre ami de Saint-Gobain, effectivement, avec cette vision, on va dire, ce qui se passe là vraiment en 2030, ça va aussi directement impacter positivement le souhait de 2050. Maintenant, dans votre feuille de route, comment vous y prenez? Comment on se met en ordre de marche avec et les betteraviers et, bien sûr, donc les personnes qui travaillent dans vos différentes entreprises? C'est ça. Et alors, évidemment, le sujet qu'on continue à faire, c'est travailler sur les recyclages d'énergie, sur les économies d'énergie. Ah oui. Mais quoi qu'il en soit, nous avons encore un peu de progrès à faire, mais nous en avons fait énormément dans les années passées. Et au bout d'un moment, il y aura quand même besoin d'énergie, comme je le disais, pour faire bouillir l'eau sucrée et cristalliser le sucre. Donc on pense que les efforts que nous allons fournir vont être d'abord coûteux et vont peut-être nous permettre de gagner 10%, ce qui n'est pas suffisant pour atteindre cette réduction de 40%. Mais c'est un effort que nous allons poursuivre. Nous allons aussi travailler sur des projets de valorisation d'énergie fatale. Quand on travaille en industrie, à la fin de la fin, quand on a recyclé toutes les énergies, il reste un fluide qui est caloporteur, mais à faible température, dont on ne peut plus extraire la calorie pour la recycler. Néanmoins, il y a encore quelques points dans certaines usines où on peut encore la valoriser, même à basse température. Nous avons par exemple un projet sur une usine à Saint-Émilie qui va nous permettre ainsi d'utiliser cette chaleur qui était perdue jusqu'à présent, mais qui est recyclée et valorisée pour déshydrater la pulpe, par exemple. Et ça va permettre de gagner en consommation d'énergie, enfin de consommer moins d'énergie. Un investissement de plusieurs dizaines de millions et qui va permettre d'économiser jusqu'à 40 000 tonnes de CO2, par exemple, d'effacer 40 000 tonnes de CO2. Comme la pulpe, Michel, est extrêmement importante chez vous, évidemment, dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une pulpe complètement sèche ou bien est-ce qu'on peut l'avoir un peu humide, ce qui permettrait peut-être d'avoir aussi une consommation d'énergie moindre? Exact, c'est une idée aussi qu'on porte. C'est vrai que nous avons plusieurs marchés sur la pulpe. Nous avons déjà un marché
marché, bien sûr, de pulpe non déshydratée, notamment les éleveurs qui habitent à proximité de nos usines. Mais c'est vrai que la plupart de la pulpe est déshydratée pour être plus facilement stockée et expédiée. C'est clair que si on arrive à développer le marché de la pulpe non déshydratée, donc soit le marché de l'élevage ou un marché d'opportunité, le marché de la méthanisation que j'évoquerai tout à l'heure, eh bien ça permet également, petit bonus, d'économiser cette énergie qui actuellement sert à la déshydrater. Quand même justement sur la méthanisation, parce que je suis une betterave, je relâche quand même pas mal de flotte. Hein. Il y a beaucoup d'eau qui va sortir. Donc c'est quoi? C'est les 3/4? Je sais pas, voilà, la principale production d'une sucrerie, c'est l'eau, puisque la betterave, c'est 3/4 d'eau. Donc l'essentiel du procédé du sucrier, c'est de gérer cette eau. C'est presque comme nous, on a 70% d'eau au fond de nous. Absolument, c'est tout à fait comparable. Ils sont presque des betteraves. Et effectivement, aujourd'hui, quand nous aurons donc fait tous ces chantiers, nous avons la chance de disposer de cette pulpe et nous avons la possibilité donc de la méthaniser. Et c'est effectivement un élément fort aussi de notre feuille de route, puisque en la méthanisant, nous pouvons produire du biogaz, donc base renouvelable et durable, et qui nous permet donc d'effacer de l'énergie fossile. Donc ce sont des chantiers tout à fait intéressants pour nous et sur lesquels nous travaillons. Nous avons aussi la possibilité de méthaniser les effluents. On parlait de l'eau tout à l'heure. Cette eau, je disais, on la traite. Hein, en fait, on la recycle énormément dans le procédé. On n'utilise que cette eau dans le procédé sucrier. Hein, on ne pompe plus d'eau dans le milieu naturel. On utilise cette eau de betterave. Et au final, il faut quand même l'utiliser. Nous la recyclons en fait en amendement organique sur les sols de nos agriculteurs qui habitent à proximité de nos sucreries. Et si on la méthanise, cette eau, en fait, on va la purifier, c'est-à-dire qu'on va transformer les matières organiques en biogaz, et en fait, il en sort une eau beaucoup plus propre et qui, du coup, va pouvoir être utilisée, stockée et être utilisée pour rendre service à nos agriculteurs en cas de déficit hydrique. Comme vous le savez, M. Jancovici a dit qu'on allait vers une tendance à des sécheresses plus longues en été, et typiquement, c'est aussi un petit bonus de cette vision globale de la méthanisation dans nos métiers. Et donc, c'est tous ces sujets que nous menons de front et qui vont nous permettre de réduire donc, notre impact carbone de 40% à 2030. Bon, écoutez, ça nous fait du bien là, de vous entendre les uns les autres parce que, bon, on sait très bien que peut-être que les 40 et les 50%, on va peut-être pas, en 2050, d'arriver à zéro émission, ça va être un petit peu compliqué, mais n'empêche qu'on est sur un chemin. Et ça, c'est drôlement stimulant de le voir. Et puisque nous sommes dans ce domaine de l'innovation, je propose, alors là, regardez, c'est en vidéo, c'est une toute petite innovation. Non, pardon. C'est une petite vidéo, mais ça peut être une grande innovation. C'est ça que je devrais dire. Jérôme François est le directeur général de Numalim et il vous raconte ce qu'ils font. Les enjeux liés aux données produits sont de deux ordres, confiance et valeur. La confiance à renforcer auprès du consommateur qui attend une information augmentée, qui veut tout savoir des produits alimentaires qu'il consomme, depuis le type d'agriculture, l'impact nutritionnel, l'impact carbone, la recyclabilité des emballages. Et aujourd'hui, ce consommateur a des moyens dans sa poche avec des applications sur des téléphones portables qui lui permettent de scanner, de diagnostiquer ces caractéristiques produits. L'autre enjeu est celui de la valeur pour donner aux acteurs économiques de la filière les moyens de distinguer des strates de qualité qui vont devenir donc des strates de prix pour refléter des meilleures pratiques dans certains cas par rapport à d'autres produits. Un très fort enjeu devant nous est d'arriver à structurer ces données produits, et notamment des nouveaux attributs qui vont être demandés au-delà de la composition nutritionnelle. Si on prend l'impact carbone, il va demander un accord sur une façon de le calculer qui viendra additionner des impacts depuis l'agriculture, transformation, distribution, même jusqu'au consommateur et peut-être la recyclabilité des emballages. Ça demande une convention, une standardisation et une discussion de l'ensemble des acteurs de la chaîne
Numalim, comme société coopérative d'intérêt collectif, a été créée justement avec la gouvernance regroupant tous ces acteurs. Donc c'est une initiative de l'ensemble du secteur et qui vise à structurer ces données, à les diffuser, à les fiabiliser pour créer cette confiance supplémentaire auprès du consommateur et aider à cette création de valeur dont le secteur a besoin.